On va peut-être changer un petit peu d'horizon, parce que là, moi, je vais parler de la France, et puis je vais parler de Nantes, et de Nantes, de ce que je fais. Donc ça va être très égocentré, mais comme j'ai un ego surdimensionné, ça va aller. Et je vous prie de m'excuser d'emblée, mais je souhaite vous montrer comment peut-être on peut proposer quelque chose pour une douleur qui est un peu particulière, qui est la douleur pelvipérinéale chronique. Et donc j'insiste, ça sera surtout sur la chronicité, et c'est donc d'emblée l'idée qu'on ne va pas avoir forcément des traitements qui vont résoudre les affaires, et en particulier pas un traitement miracle qui peut être miracle ailleurs, en particulier dans les douleurs aiguës, qui est la morphine. Donc je travaille dans un centre qui a la particularité d'être un des 2 centres français travaillant dans une structure à but lucratif, mais néanmoins je travaille aussi à l'intérieur d'un centre fédératif de douleurs, puisque Nantes a la particularité d'avoir 3 centres de douleurs sur une seule ville. Donc on s'est réunis en 3 centres. Et enfin, pour la part concernant les douleurs pelvipérinéales, dans un centre fédératif qui rejoint l'hôpital, le CHU, et l'hôpital privé dans lequel je travaille. Mais ça, c'est plus spécifiquement sur la problématique pelvipérinéale qui déborde finalement la douleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une douleur pelvipérinéale chronique ? C'est d'abord une sensation, c'est donc que ça naît, là, en termes de sensation, pas d'origine, mais que ça naît donc dans le cerveau des patients, et des patientes en l'occurrence. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où une femme et un homme, mais là on va parler des femmes, parlent de douleur du pelvis, c'est elle qui a raison, point. Aller chercher de savoir ce qui s'est passé quand elle avait 4 ans, je suis le premier à trouver ça très important, mais la plainte, elle est d'abord au niveau pelvipérinéal. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi s'intéresser à l'anatomie, et c'est une des caractéristiques de notre groupe, c'est qu'on a beaucoup axé sur l'anatomie, et c'est intéressant dans ce cadre-là, puisque c'est une douleur qui va se situer à une zone de convergence où plusieurs filières vont être en cause, et ça va être la filière vésicale, bien entendu, la filière sexuelle, la filière digestive, mais aussi les os et aussi le pubis. Et s'agissant de douleur, il faut s'intéresser, bien entendu, à la façon dont le message nociceptif, non douloureux, nociceptif, donc le message qui va créer de la douleur, quelle voie va-t-il emprunter? Et on voit que ça va être radicalement différent, qu'il s'agisse du périnée, c'est-à-dire ce qui se situe entre le sexe et le clitoris, entre l'anus et le clitoris, excusez-moi, chez la femme, entre l'anus et la verge chez l'homme, d'une part, en dessous du muscle levator ani, et ce qui se passe, qui est innervé par une innervation mixte, portée essentiellement par le nerf pudendal, et ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire les organes en fait qui s'y trouvent, c'est-à-dire la vessie, le rectum ou l'utérus et la partie haute du vagin, qui bénéficient d'une innervation exclusivement végétative et dont l'expression va être radicalement différente, et les traitements aussi d'ailleurs, puisqu'en fait, ça sera des douleurs viscérales. Et on ne pourra pas appliquer fondamentalement les mêmes règles que, par exemple, dans les douleurs neuropathiques. Alors, avant de parler, on en a parlé tout à l'heure quand même, avant de parler de la douleur en tant que telle, je reviens sur la nociception et sur la douleur aiguë avec 2 diapositives qui m'ont été gentiment prêtées par Guy Simonet, qui est professeur de physiologie à l'INSERM de Bordeaux, sur une étude chez le rat. Donc, vous voyez, on n'est pas sur la douleur, on est bien sur la nociception. Et donc, le concept consiste à voir à partir de quel moment, quand on appuie sur la patte du rat, il va exprimer son mécontentement, on va dire comme ça. Eh ben, quand on prend un rat sur lequel on n'a rien fait et à qui on crée une inflammation sous-cutanée, vous voyez, enfin pas très bien parce que, si c'est en blanc, voilà, que pendant quelques jours après, enfin 3-4 jours après, la patte va être hypersensible à l'endroit où on a fait l'inflammation. Bon, il n'y a rien de choquant, c'est une sorte de cicatrisation, on a tous eu ça. La seule chose, c'est que si on soumet ce rat une semaine avant à un stress qui, en l'occurrence, était du bruit fortement... un bruit très inquiétant pour lui, on voit que, le stress, au moment où il a lieu, a une action analgésique, mais qu'en revanche, après, lorsque le même animal subit un traumatisme, on va avoir une période
alors que ça joue sur la cicatrisation ou sur d'autres phénomènes, on s'en fout là en l'occurrence, c'est une période dans laquelle la patte va être hypersensible. Et si on soumet ce même rat à 2 stress, on voit le même phénomène arriver. Le deuxième stress étant moins analgésique, mais par contre, les conséquences sur la douleur après sont beaucoup plus importantes. Et évidemment, quand on le soumet à 3 stress, au fur et à mesure, les épisodes de stress deviennent de moins en moins analgésiques. En revanche, ils préparent le terrain pour la suite. Alors, bien sûr, on ne parle pas de douleur, on parle de nociception. Mais néanmoins, c'est difficile de parler de douleur sans nociception. Et quand la nociception est activée plus facilement, il paraît évident que la douleur sera plus importante. C'est-à-dire que d'emblée, on ne va pas s'intéresser que à ce qui crée la douleur au moment donné. Là, ici, c'est à l'inflammation, mais aussi, bien entendu, à la vulnérabilité propre du patient qui dépend, entre autres choses, de sa vie. Revenir un peu aussi sur les morphiniques, c'est ici, là, le même type d'étude sur un rat, toujours avec un test à la pression vocale. En fait, on incise le rat et on lui met des morphiniques en même temps, c'est-à-dire qu'on lui fait une opération chirurgicale, finalement. Je vous rappelle quand même que la deuxième cause de douleur chronique dans les pays occidentaux hors cancer, c'est la chirurgie. Alors, et on voit que la morphine commence par agir en augmentant le seuil à la douleur, mais qu'après, il y a une phase où c'est au contraire une hypersensibilisation locale. Alors, on peut toujours dire que c'est lié à l'incision, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, sur la patte qui n'a pas été incisée, on retrouve le même phénomène. Et donc là, c'est plutôt en rapport avec la morphine, voire avec la douleur après, peut-être, ça j'en sais rien. Mais il y a une partie d'hypersensibilisation. Et si on laisse passer le temps, et vous voyez qu'on est revenu en baseline, donc la cicatrisation s'est faite, et que là on fait une inflammation, et ben on va créer une hypersensibilisation comme on l'a vu tout à l'heure. Mais le problème, c'est que chez les rats qui ont eu de la morphine, ça dure 5 fois plus longtemps à peu près. Et ça, c'est en aigu. C'est exactement pareil pour le chronique. Les enfants qui ont été traités, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour des soins de douleur liés au dépansement de brûlure, par exemple, ont une perturbation de leur système nociceptif 20 ans après. Donc, bien sûr qu'il faut utiliser la morphine, bien sûr qu'il faut l'utiliser et à bon escient. Par contre, il faut savoir aussi ce qu'on amène. Juste un petit détail technique sur la plasticité. Je vous ai montré tout à l'heure que les organes qui nous intéressaient dans le pelvis étaient fort proches les uns des autres. Vous voyez qu'on crée une hypersensibilité qui se déplace sur un organe sain, en l'occurrence la patte qui a été incisée la première fois. Ça veut dire qu'il y a une plasticité et que ça se passe au niveau central. Et on peut tout à fait comprendre, et ça a été archi montré chez l'animal, et chez l'homme aussi, mais bien mieux chez l'animal, qu'une inflammation du rectum va provoquer une inflammation du vagin. Ça, c'était chez la lapine, et c'est Marianne Gianbardino qui a montré ça de façon absolument magnifique. Et donc, on retrouve toujours ce phénomène. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, que s'agissant de la douleur chronique, c'est une douleur qui, par définition, est une douleur qui s'accompagne d'une modification du système de la nociception. Autant dire que traiter la cause ne suffira pas. La cause quand on la trouve, la cause quand on la voit. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la cause que ça n'existe pas. Mais le traitement de la cause ne suffira pas à lui seul, ou de la nociception type morphinique, à traiter la plainte du patient. Alors, quelles sont les principales étiologies qu'on retrouve dans les douleurs pelvipérinéales? Il y a évidemment les douleurs post-chirurgicales. La chirurgie, je vous ai dit, c'est la deuxième cause de douleur chronique. Mais il se trouve que la chirurgie abdominopelvienne est la première en fréquence dans tous les pays occidentaux. Alors certes, ce n'est pas celle qui donne le plus de douleur, c'est 15 à 20%, mais comme elle est la plus nombreuse, en valeur absolue, c'est quand même une cause très importante. Il y a les douleurs du postpartum, on a évoqué les douleurs de l'accouchement, mais il y a beaucoup à dire aussi sur les douleurs du postpartum, sans même rentrer dans la discussion actuelle sur les violences faites aux femmes lors des épisiotomies. Je ne discute pas de ça, ça en fait partie bien entendu, mais il y a bien d'autres douleurs du postpartum qui sont assez peu étudiées, comme les coccygodynies par exemple. L'endométriose que vous connaissez tous est évidemment pourvoyeuse de douleur qui dépasse assez souvent l'image qu'on en a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique, enfin, sauf à comprendre que placer un tel endroit, par exemple dans la cloison recto-vaginale, ça peut faire extrêmement mal et ça procure des douleurs sexuelles qui sont soit
des douleurs post-orgasmiques, je ne parle plus de l'endométriose, soit des douleurs post-coïtales, soit des dyspareunies dans le cadre de l'endométriose profonde, soit superficielle, et là on tombe dans le cadre de la vestibulodynie. J'exclus évidemment les étiologies qui sont traitables d'emblée, et plus largement, puisque maintenant nous sommes dans le périnée, par les névralgies périnéales qui sont représentées par la névralgie pudendale bien entendu, mais aussi les névralgies clunéales, donc d'origine sacrée, et puis les névralgies d'origine thoracolombaire, essentiellement génitocrurales et ilio-inguinales. À côté de ça, il y a des pathologies des viscères. Et la vessie douloureuse ou la prostatite chronique amicrobienne, donc fréquente pas tellement chez la femme, la prostatite chronique amicrobienne, comme vous savez. Pour autant, c'est très intéressant ce concept de prostatite chronique amicrobienne, parce que quand on prend la définition de l'affût et de l'ICS de la prostatite chronique amicrobienne, c'est uniquement des symptômes. Et si ces symptômes, on les demande à des femmes qui ont une vessie douloureuse, on retrouve exactement les mêmes. Et ça, c'est très important, parce que chez l'homme, on a décrété que c'était la prostate, sans preuve, c'est amicrobien, mais on a décrété non seulement que c'était la prostate, mais que c'était inflammatoire, c'est pour ça qu'on l'a appelé prostatite. Anciennement, on le faisait sur la cystite amicrobienne de la même façon, et ça a généré, jusqu'à une période très récente, un traitement universel qui consistait à mettre des antibiotiques qui ne peuvent pas marcher sur un organe qui n'était pas en cause et qui était en plus pas inflammé. Et donc, on peut traiter évidemment une prostatite chronique amicrobienne chez la femme, puisque c'est une vessie douloureuse en pratique. Enfin, c'est un aparté. Et puis, évidemment, il y a la filière digestive avec ce qu'on appelle la proctalgie idiopathique, et puis, un petit peu par raccro, la coccygodynie. Donc, autant dire que tous les signes qui vont nous amener à ça sont des signes aspécifiques, pouvant cacher parfois des pathologies gravissimes et traitables. C'est les deux qui sont importantes. Je veux pour preuve la vessie douloureuse qui, évidemment, en premier lieu, fait penser à un cancer in situ. Et donc, ça demande, bien entendu, de faire appel à des spécialistes d'organes pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses à traiter. La question après sera quand et comment il faut le traiter. Mais déjà, il faut savoir s'il y en a. À côté de ça, et on l'a vu, donc c'est une pathologie fréquente qui va entraîner, du fait de la convergence et de la proximité, des troubles dysfonctionnels de l'ensemble des systèmes en cause à cet endroit-là. Ça va être le système digestif avec ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, ça va être la filière urologique avec la vessie douloureuse, ça va être la sexualité avec, il n'y a pas de nom pour le moment, mais c'est l'équivalent d'un vagin douloureux, quoi. Des troubles dysfonctionnels sociaux. Alors, j'ai mis sociaux, bien entendu que la douleur, elle provoque des troubles sociaux, mais là, c'est spécifique puisque la plupart des douleurs que je viens d'évoquer se majorent en position assise, pouvant rendre cette dernière impossible. Qui dit ne pas pouvoir s'asseoir, dit ne pas pouvoir se transporter, parce que la plupart des moyens de transport sont assis, et surtout ne pas pouvoir travailler. Évidemment, des troubles dysfonctionnels psychologiques, on l'a évoqué tout à l'heure, qui peuvent être conséquentiels au fait d'avoir mal en permanence et qui peuvent être préalables au titre, par exemple, des PTSD, bien entendu, puisqu'il y a des relations directes, enfin, une corrélation étroite plutôt entre antécédents d'abus et douleurs pelviennes, sans que ça ne veuille dire en aucun cas, bien entendu, que le fait d'avoir des douleurs pelviennes signifie qu'on a eu un abus sexuel ou que le fait d'avoir un abus sexuel signifie qu'on aura des douleurs pelviennes. Néanmoins, ça fait partie des facteurs de vulnérabilité de la personne à une autre stimulation qui pourrait être tout à fait banale, comme par exemple l'ablation d'un stérilet. Des troubles dysfonctionnels de la nociception, comme je vous l'ai montré, il y a des modifications profondes, durables de la nociception et qui sont liées à l'histoire du patient et à son patrimoine génétique. Enfin, des troubles dysfonctionnels musculaires, je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis là, parce qu'il va y avoir des conséquences musculaires de toute la sangle musculaire de cette zone-là, qui va être probablement plus une victime qu'une cause, mais néanmoins, le fait de contracter un muscle en permanence, peut-être en réaction à une douleur, va générer des douleurs, et on peut tout à fait expliquer qu'une douleur génitale profonde, par exemple une douleur ovarienne, puisse, quand ça remonte, puisque l'ovaire est innervé en L1, et que L1, c'est une voie de convergence de la motricité du muscle piriforme, contracter le piriforme et donner une sciatique. C'est assez logique, quoi, dans la façon de comprendre. Et ça fait appel à un groupe de personnes qui, comme par hasard, sont réunies dans un centre
d'études et de traitement de la douleur, à savoir à la fois des algologistes, alors on dit algologistes, pas algologues, parce qu'algologues, c'est les gens qui étudient les algues, hein. Les kinésithérapeutes, psychologues, psychiatres, ostéopathes, enfin, toutes les personnes qui pourront intervenir de façon intéressante dans ce concept. L'autre point essentiel, c'est le caractère non légitime de ces douleurs. Le plus fréquent, je vous parle des douleurs chroniques, on a beaucoup de mal à faire un rapport anatomoclinique. Et à partir du moment où on n'a pas réussi à faire un rapport anatomoclinique, s'agissant d'une douleur dans un endroit dont il est parfois difficile de parler, on se retrouve dans la problématique de la migraine. Vous pouvez faire tous les examens de la Terre, vous ne verrez jamais une migraine. Pour autant, ça existe a priori, puisqu'il y a à peu près 20% de la population mondiale qui en souffre et qui décrivent la même chose. Dans le cadre des douleurs pelviennes, comme on en parle moins, c'est moins connu. Et donc, très vite, et en particulier les proches, ne pouvant aider, parce que c'est extrêmement difficile à faire, vont se retrouver dans la situation de « on ne voit pas ce que c'est, donc ça n'existe pas ». Et ce caractère va majorer un sentiment qui existe d'emblée, qui est celui de l'injustice. Or, vous savez que l'injustice, Frans de Waal l'avait montré chez les chimpanzés, chez les bonobos, chez les dauphins, chez les éléphants, c'est un sentiment qui existe depuis fort longtemps dans notre phylogénie et qu'il est un moteur essentiel de notre façon d'avancer. Or, d'autre part, Sullivan, au Canada, a parfaitement montré aussi la corrélation étroite qu'il y a entre sensation d'injustice, intensité de la sensation d'injustice et intensité douloureuse et chronicisation de la douleur. Donc tout ce qui va majorer la sensation d'injustice va aggraver les choses. Et je m'en voudrais de vous dévoiler le sujet tout de suite, mais je ne peux pas résister à le faire. Évidemment, le pire de tout ça, c'est les expertises, hein. Mais on reviendra dessus. Donc, complexe à traiter, bien entendu, et néanmoins, la plainte principale, c'est la douleur la plupart du temps, mais ce n'est pas toujours la douleur. Une vessie douloureuse qui va faire pipi 25 fois pendant la journée et 15 fois la nuit, sa plainte principale, ce n'est pas tant la douleur, même si c'est la douleur qui l'oblige à aller faire pipi, c'est la fréquence mictionnelle. Et donc, l'objectif du traitement, je vous l'ai dit dès le départ, ce n'est pas tant d'enlever la douleur, parce que ça, la plupart du temps, on ne sait pas faire. Et en tout cas, quelque chose que moi, je ne sais pas faire, c'est revenir comme avant, être normal, ou reconstruire la machine à remonter le temps. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est proposer une amélioration de la qualité de vie. Alors, bien entendu, c'est plus facile à faire quand il n'y a pas de douleur, mais quand on ne peut pas travailler directement sur la douleur, tout le reste est important. Et là, on a deux moyens de le faire. Traiter la cause quand elle existe ou qu'on l'a trouvée, ou quand on la suppose, parce que dans un certain nombre de cas, on va la supposer, et ça fait essentiellement appel à la chirurgie. Mais vous avez vu que la chirurgie est elle-même pourvoyeuse de troubles de la nociception. Et donc là, il va falloir faire appel justement au centre antidouleur, à mon sens, pour déterminer les gens qui sont facteurs de risque à une technique chirurgicale éventuelle qui serait potentiellement utile pour cette patiente. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut opérer ou pas une endométriose, mais quand il faut l'opérer et comment s'y prendre. Et ça pose évidemment le problème de l'ambulatoire, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc le rôle qu'on peut avoir quand on s'intéresse à ça, c'est plus d'organiser la stratégie que de dire dans tel cas, il faut faire telle chose. En fait, on a changé de paradigme. On est passé du traitement d'une maladie au traitement d'une personne malade. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, d'autant que le parcours du patient, il est particulièrement complexe, long et désespérant, puisqu'on va aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas, la plupart du temps, et dans ce cadre particulier, et donc on va aller passer de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, le summum ayant été atteint évidemment par les experts, parce qu'il faut quand même être assez doué pour expertiser, c'est-à-dire prouver une douleur qui demeure une sensation, donc on ne peut pas prouver. Donc à partir du moment où on se met à expertiser quelque chose qu'on ne peut pas prouver, on aboutit obligatoirement à le nier. Mais enfin, ça, c'est au passage. Donc, il y a les psychiatres aussi qui, s'ils ne font pas partie du système, vont assez naturellement dire soit l'état de l'humeur de votre patiente est lié à sa douleur et donc traiter la douleur et comme ça, elle n'aura pas de problème, soit à l'inverse, vont dire mais je vais trouver ce qui s'est passé quand vous aviez 2 ans et vont se focaliser là-dessus alors que la plainte de la patiente est une névralgie pudendale par exemple dont le traitement psychiatrique bien connu est la chirurgie. Et puis enfin des CETD des centres de la douleur qui peuvent être complètement perdus aussi parce que quand on a comme plainte principale une douleur post-éjaculatoire, la première chose qu'on pense, ce n'est pas forcément que c'est anorganique. Et donc il faut qu'il y ait un ensemble pour travailler et pour que ça soit efficace.
Et puis, les patients, ils vont aller évidemment chercher les informations là où on peut les trouver actuellement, c'est-à-dire sur Internet et chez les marabouts. Et donc, là aussi, ça va être compliqué de remettre les pendules à l'heure, en sachant qu'Internet, comme bien entendu, il y a le pire et le meilleur, mais que ce que disent les patients sur Internet est le plus souvent vrai. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que les patients qui vont mal qui y vont, et que donc, il n'y a que des choses absolument épouvantables. Donc, à mon sens, enfin à notre sens, le principe de base quand on est face à une douleur pelvienne chronique, c'est d'abord de valider la plainte de patient. L'origine de la douleur, elle n'est pas la tête du patient. En revanche, l'origine de la solution n'est que la tête du patient. Ça, c'est clair. Donc, valider la plainte du patient et sécuriser le moment présent, je crois que c'est vraiment très important. Et puis après, on va démembrer. Pour essayer de comprendre, on va, comme disait, je ne me rappelle plus, un professeur au Collège de France dont j'ai oublié le nom, là, c'est dommage, on va passer de la complexité à la simplicité. Donc on va essayer non pas de simplifier, mais de tenir compte de la complexité tout en proposant des schémas qui soient compréhensibles et surtout utiles. Et puis on va déterminer des objectifs communs, bien sûr, sur la base d'une stratégie qui est toujours du tentative treatment, parce qu'on n'a pas de traitement qui marche à chaque fois, qui marche complètement et qui soit dépourvu d'effets secondaires. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'évaluer la suite. Alors, on m'a demandé de parler de l'exemple nantais, je vais en parler. J'ai choisi comme prisme ce qu'on avait publié pour vous montrer comment on peut évoluer à la fois en nombre et en qualité. Au départ, sur une idée de Gérard Amarenko, qui travaille à Rothschild, maintenant à Tenon, on est parti sur un concept qui était la névralgie pudendale. Bon, bref. J'étais pas là à ce moment-là, mais donc Jean-Jacques Labatte, Roger Robert et Maurice Bensignor, respectivement neurologue et rééducateur fonctionnel, neurochirurgien anatomiste et algologue anesthésiste, et ils ont mis en place une théorie sur la névralgie pudendale et ils ont commencé à écrire là-dessus. Et ce n'est que quand même 15 ans après que sont parus les premiers résultats de la chirurgie. Et ce n'est que 20 ans après que sont parus avec, comme vous le voyez, votre serviteur et le professeur Rigaud, donc de nouveaux arrivants, des résultats sur les critères pour parler de cette pathologie qui n'étaient pas connus. Mais on reste toujours dans un domaine très très focal qui est celui de la névralgie. Et puis, avec le temps, ça fait 30 ans quand même que tout le monde travaille ensemble, on a commencé à avoir d'autres problèmes, comme les facteurs prédictifs de douleurs chroniques post-opératoires, dont je vous parlais tout à l'heure. Avec l'arrivée de Stéphane Plotot, qui est gynécologue et anatomiste, on est allé travailler sur les nouveaux concepts de prise en charge de ces douleurs. Et puis, toujours en continuant à travailler sur des à côté. Virginie Kistreber est docteur en psychologie, et on s'était intéressé à savoir quelle était la caractéristique des patients qui viennent en urgence demander quelque chose dont ils savent pertinemment qu'on n'a pas la réponse. Et puis enfin, on poursuit sur les études, et là en l'occurrence que je vous ai mis, c'est un florilège de quelques articles que j'ai mis là, sur les infiltrations, et en l'occurrence du ganglion impar, qui est un ganglion qui a la particularité d'être végétatif et de prendre en charge la partie basse du pelvis et l'ensemble du périnée. Donc ça fait du monde. Et là, vous voyez, on est regroupés tous là, avec... si on part de la droite vers la gauche, le professeur Robert, donc neurochirurgien anatomiste, Amélie Lévesque, nouvelle algologue, Michel Guérino, un des premiers kinés, et puis j'en passe et des meilleurs. Cet ensemble qui travaille ensemble depuis 30 ans. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ça prend du temps. Pour autant, on a réussi grâce à ça, je crois, à avoir quelque chose qui marche à peu près, avec sur la partie douleur pelvienne, à peu près 700 interventions par an, réparties CHU et privées, une file active douleur pelvienne de 1300 patients, et puis 1000 infiltrations scano-guidées, alors ça c'est exclusivement dans le privé, mais aussi une relation avec les patients qui est forte, puisque de toutes les associations qui se sont succédées sur la douleur pelvienne, on a toujours fait partie du comité scientifique, actuellement c'est moi d'ailleurs qui en suis le président, et puis en termes de recherche, une petite équipe, on a quand même publié sur le sujet plus de 40 articles en 30 ans, référencés, j'entends. La création d'une société savante qui a la particularité de ne pas comprendre de membres physiques, à l'exception des membres fondateurs, et qui ne comprend que des personnes morales. Et les personnes morales, c'est qui? C'est toutes les sociétés savantes intéressées par la question. Ça va des gynécos aux uros, en passant par les rééducateurs fonctionnels, en passant par la douleur, bien entendu. C'est cet ensemble de gens qui envoient des délégués pour pouvoir œuvrer à comprendre mieux la douleur. Évidemment, une partie d'enseignement.
Tout ça dans le cadre de consultations pluridisciplinaires qui ont lieu une fois par mois et qui sont organisées soit avec un focus douleur réparti soit en névralgie, soit à version uro, soit à version gynéco, soit pas du tout en fonction de la douleur, mais en fonction des autres problèmes pelvipérinéaux, c'est-à-dire essentiellement dysurie, dyschésie, prolapsus et incontinence. Et dans ce cas-là, la douleur n'intervient pas tant pour la pathologie qui est la plainte principale, mais pour savoir si on peut traiter certaines chirurgies, en particulier de chirurgie de l'incontinence, ne sont pas à faire tant que la personne est douloureuse, parce qu'on est sûr de se planter. Et puis enfin, un staff vidéo national qui a lieu une fois par mois sous l'égide de Stéphane Ploto, qui réunit beaucoup de gens, que vous allez voir. Clermont-Ferrand, donc c'est le professeur Rabichon et Pascal Picard. Tenon-Rothschild, c'est Anne Lasso et toute l'équipe de Maranco. À Saint-Denis, c'est Frédéric Mohy pour la douleur et l'ensemble à la fois des neurochir et des gynécos. À Caen, c'est Pierre Richard et Catherine Viard qui sont ostéopathes et rééducateurs fonctionnels. À Bruxelles, c'est 2 gynécos, Luc Brunings et Kathleen Jobard. À Sherbrooke, c'est l'équipe de gastroentérologie du professeur Gauthier. Et à Tel Aviv, j'ai un blanc, et je ne peux plus vous dire qui c'est, mais c'est un mec super. Bref, il est gastro-entéro. Et donc, vous voyez, il y a un peu toutes les spécialités qui se retrouvent pour discuter régulièrement de cas cliniques, et c'est comme ça qu'on fait avancer le système. Alors, pour terminer, l'idée, c'est pas que ça reste dans notre coin et que ça n'évolue pas, bien entendu. Et si on veut modéliser ce système, je crois qu'il faut prendre un concept qui a été développé dans le monde du marketing et du commerce, qui a été mis en avant par Talbot d'une part et Torres de l'autre, qui est celui de la proximité organisée. En fait, c'est une proximité qui a pour but de passer au-dessus des problèmes de proximité géographique. C'est-à-dire, c'est pas parce que le type travaille dans le service d'en face que je peux travailler avec lui, alors que s'il est à 3 étages en dessous, je ne peux pas travailler. Comment on fait pour pallier ça? Et dans notre problématique à nous, il y avait en plus public-privé, et puis libéral, par exemple, pour les kinés, et institutionnel pour le reste. Donc c'était compliqué. Et je pense que la modélisation selon la proximité organisée répond bien à ça. C'est basé sur le partage des valeurs et des connaissances. Et donc d'emblée, je peux vous dire, c'est plus trans que multi. Parce que le but, c'est de générer une synergie, pas d'être additif, addictif. Non, pas addiction, addition. C'est pas d'additionner les différentes compétences, c'est de les majorer. Et ça doit profiter, bien entendu, à l'ensemble de la filière et donc aux patients, c'est quand même la base, et à chacun des participants. Et ça nécessite d'être organisé sous la responsabilité d'un opérateur qui fait partie du système et pas d'un administratif qui va changer tous les 4 ans et qui ne comprend rien à rien. Alors, le truc, c'est qu'il y a des freins. Et le premier frein, c'est l'évaluation de ce qu'on fait. Parce que c'est difficile sur des douleurs chroniques, par définition, avec des traitements qui ne sont pas en noir-blanc, d'arriver à évaluer si ce qu'on fait est intéressant ou pas. Pour autant, c'est très important de le faire parce que ça justifie des coûts que l'on demande. Malheureusement, avant de pouvoir l'évaluer, il faut pouvoir vivre. Et clairement, la non-revalorisation des actes qu'avait évoqué Isabelle tout à l'heure, que ça soit en douleur, mais c'est vrai en chirurgie aussi, une coccygectomie par exemple, c'est impossible à réaliser, vu le coût et le temps que ça prend. C'est petite chirurgie, mais comme c'est pas payé du tout, c'est déficitaire, que ça soit dans le public ou dans le privé, la problématique est la même. Hein. Et puis, bien sûr, des moments de réflexion. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, des CETD plus que fragilisés, qui sont vraiment dans la souffrance actuellement, et donc c'est difficile de leur demander de travailler en plus, alors qu'actuellement, ils ne savent pas comment vivre et qui vivent à coup de subvention qui est basé non pas sur le travail clinique, mais sur un travail plutôt universitaire. Donc on marche sur la tête, mais c'est français. Des rapports à l'industrie qui deviennent de plus en plus complexes, avec des bonnes raisons. La question n'est pas de savoir s'il n'y a pas de bonnes raisons ou pas, mais clairement, le fait de formaliser de façon plus importante les rapports à l'industrie, qui pouvaient être une source de financement, la tarie. Et enfin, le manque d'enthousiasme, bien entendu, le manque d'enthousiasme. Les administratifs doivent, là, avoir un rôle fondamental, extrêmement important, mais malheureusement peu valorisant et peu valorisé, qui est un rôle de facilitateur.
Mais eux, quand on leur donne le bébé, ils veulent être soit gestionnaires, soit à l'origine du truc. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, quels sont les impératifs pour que ça marche? La pérennité, la stabilité, vous avez vu, ça dure depuis 30 ans avec à peu près les mêmes gens, même s'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Et évidemment, la confiance et le respect, c'est fondamental. Je parle entre nous, entre gens qui veulent travailler ensemble. Une volonté qui part de la base et pas du haut, parce que c'est la base qui décide de travailler ensemble. Préférer le bon collaborateur plutôt que d'avoir absolument un gynéco, un gastro, un machin, il vaut mieux savoir travailler avec des personnes plus qu'avec des spécialistes. Trans plus que de multidisciplinarité, bien entendu. Et c'est plutôt utile de travailler en mélange privé-public parce qu'on équilibre les défauts et on améliore les qualités, de mon expérience. Évidemment, des bonnes relations avec les associations de patients parce que quand même, tout est fait. Le but de ça, in fine, ce n'est pas uniquement de se faire plaisir, ce n'est pas uniquement de valoriser son ego, même si c'est très important, c'est quand même d'arriver à mieux prendre en charge et à mieux soulager les patients. Et puis des réseaux, parce qu'on ne sait pas tout faire, en particulier, nous, on n'a pas de dermato direct dans l'équipe, mais c'est très important d'avoir un dermato, par exemple. Alors, je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Nantes, mais il y a Royal Deluxe qui construit des trucs assez sympas. Et c'était juste pour vous dire que quand on s'y met à plusieurs et quand on travaille dans le même sens, même si chacun des gens qui sont sur la photo font des choses différentes, on arrive à faire la petite géante. Et c'est un peu ce qui pourrait être fait pour la prise en charge de la douleur pelvienne, parce que grâce à des équipes comme la nôtre, j'ai l'absence d'humilité de le dire, on peut dire qu'on est quand même dans les meilleurs du monde. Donc ça serait quand même assez sympa de pouvoir continuer dans cet axe. Je vous remercie de votre attention.